Bon, j'ai décidé d'être un citoyen exemplaire, tu sais Sylvain. Euh, Mes enfants verront pas mes grands-parents, je vais me confiner ici dans cette maison. Je sortirai au parc pour courir parce qu'apparemment c'est autorisé. Je vais pas me déplacer a priori à l'Assemblée nationale, je vais pas faire des plateaux de médias. Voilà, un respect strict des règles sanitaires qui nous ont été édictées par nos autorités politiques et scientifiques. Bon voilà, maintenant, depuis ma cuisine, je compte bien continuer à animer la démocratie. Parce que même si on est en guerre, il n'y a pas de raison qu'on se mette au garde à vous derrière le général Macron, tu vois. Même si on est enfermé, chacun de notre côté, on peut faire des choses ensemble. Et on va faire des choses ensemble. Et je vais y revenir après, mais je voudrais proposer euh, aux internautes qui nous regardent, qui doivent être eux aussi pour un certain nombre confinés chez eux, isolés, et puis à avoir des trucs à faire, des livres à lire et tout ça, mais en se demandant ce qu'on peut bien faire de constructif, quoi. Je voudrais leur proposer qu'on écrive un livre ensemble. Je vais y revenir sur notre projet L'an 01. Tu sais, l'an 01, ça part de cette phrase de GB dans le film L'an 01, c'est on arrête tout, on réfléchit et c'est pas triste. Nous, on va transformer ça on est bien obligé d'arrêter, donc autant réfléchir pour que demain soit moins triste. Je vais revenir, mais là, le truc du jour, c'est quand même les déclarations de Buzyn, d'Agnès Buzyn dans Le Monde. Jusqu'à maintenant, je dois dire que je me suis tu. Même si j'avais quand même, je me disais quand même, la démission de la ministre de la Santé à l'orée d'une crise sanitaire majeure, ça me paraissait complètement inconséquent. Tout ça pour aller briguer la mairie de Paris, ça me paraissait pas être du tout à la hauteur, à la fois pour le gouvernement et pour le chef de l'État qui accepte ça à l'orée d'une crise sanitaire majeure. Quand les incohérences, elles ont été permanente avec un sentiment d'improvisation. Tu vois, quand on voit Brigitte Macron la semaine dernière qui continue à dire que bon, il faut sortir, c'est comme on avait je suis Charlie donc je vais boire mon coup dans les bistrots, bah je suis coronavirus et je suis un bon citoyen donc je continue à boire mon coup dans les bistrots et puis le jeudi d'après, 4 jours plus tard, Macron te dit bon ça y est, il faut se confiner, on va fermer les écoles alors que d'ailleurs jeudi matin Blanquer disait qu'il n'allait pas fermer les écoles. Philippe reçoit tous les chefs de parti jeudi matin. Il leur dit pas un mot sur la possible annulation du premier tour, alors que Macron, dans son coin, est en train de cogiter là-dessus. Et puis, on a Philippe samedi soir qui, en urgence, dit maintenant, on ferme les bars et les commerces. Macron, hier soir, qui doit reprendre la parole pour dire que c'est un autre confinement, même si c'est pas le mot confinement et qu'on n'a pas bien compris ce que c'était. Et j'y reviendrai parce que je trouve que là, on est encore dans un truc qui est complètement à plusieurs vitesses, notamment par exemple les ouvriers de la zone industrielle d'Amiens, ils continuent à bosser normalement en étant par centaines sur le même site alors qu'il y a eu des cas de coronavirus dans leurs entreprises. Donc ça c'est complètement incohérent. Et puis donc voilà. Et là on a donc Buzyn qui vient démontrer l'improvisation et l'incohérence de tout ça quand elle dit « Quand j'ai quitté le ministère, je savais que la vague du tsunami était devant nous. Je suis parti en sachant que les élections n'auraient pas lieu. Depuis le début, je ne pensais qu'à une seule chose, au coronavirus, on aurait dû tout arrêter. J'ai alerté le directeur général de la santé. Le 11 janvier, j'ai envoyé un message au président sur la situation. Le 30 janvier, j'ai averti Édouard Philippe que les élections ne pourraient sans doute pas se tenir. Je rangeais mon frein. » Bon, juste, j'interroge là la responsabilité de l'ancien ministre de la Santé, mais aussi du chef du gouvernement et du président de la République. Si jamais on a ces informations-là d'emblée, comment on a pu dire pendant aussi longtemps que c'était pas si grave, qu'il n'était pas question de mettre les personnes en quarantaine quand ils revenaient de Wuhan, enfin et ainsi de suite, quoi. Donc là, il y a une très grande incohérence sur laquelle on reviendra. Maintenant, le décrochage, tu sais, notre site, il va être en 3 parties, donc. Hein, tu le lances là, le site? Il est en ligne. Alors, le nom du site, c'est lan01.org. Hein, lan01.org. Donc, on lance ce site-là. La première partie, c'est on s'arrête et on alerte. Moi, aujourd'hui, depuis ma chambre là-haut au 2e étage avec mon petit téléphone portable, j'ai été alerté d'abord par Annie qui est une auxiliaire de vie sociale du Vimeux qui m'a appelé pour me dire que on n'a pas de masque, on n'a rien. Les gants, on ne les obtient qu'au compte-gouttes. Pas de gel hydroalcoolique non plus.
Et elle m'a donné le numéro d'une autre auxiliaire de vie sociale du côté de Corbie, c'est toujours dans mon coin, mais c'est un autre endroit. Et là, elle me dit, je viens de voir un reportage à la télé sur TF1, là c'est parfait, en Vienne, elles ont tout apparemment. Mais nous, on attend les masques, et quand je regarde sur les pages Facebook, dans le 62, c'est-à-dire dans le Pas-de-Calais non plus, elles n'ont rien, alors que nos départements sont touchés. Estelle, autre auxiliaire de vie sociale, qui me dit, nous n'avons aucun gel hydroalcoolique. Le masque, moi, c'est une petite mémé qui va m'en fabriquer en tissu. Elle a pris la taille de ma tête, donc faut imaginer Estelle qui va chez la grand-mère qui voit qu'il n'y a pas de masque, Estelle n'a pas de masque, et qui lui propose de prendre son tour de taille, va chercher des draps en coton qui datent de sa mère ou de sa grand-mère à elle aussi, et se propose de tailler des masques dans les draps en coton. Donc voilà la débrouille, et je dis ça parce que je voudrais pas que les auxiliaires de vie sociale, qui sont déjà les oubliés en temps ordinaire, puisque avec des salaires de misère, revenus précaires, statut inexistant, et même la profession qui a le plus fort taux d'accident, plus que le bâtiment, avec les vertèbres broyées et ainsi de suite, je ne voudrais pas qu'elle soit oubliée en temps ordinaire et qu'elle le soit également en temps de crise sanitaire. D'abord pour leur santé à elles, et ensuite il est évident qu'elles peuvent être un facteur de propagation, puisqu'elles vont chez les personnes âgées qui sont des personnes sensibles, porte après porte, elles ne peuvent pas se confiner, elles doivent continuer leur travail et elles sont au contact de ceux, on dit, publics à risque. Donc elles devraient être bien dotées en masque, en gel hydroalcoolique, et puis tout ça, il ne faudrait pas qu'elles soient oubliées. Donc voilà, ça c'est le premier alerte que j'ai eu. Et la deuxième, je me suis dit, tiens, je vais appeler les délégués syndicaux de quelques boîtes dans mon coin pour voir un peu ce que ça donne. Je vous dis ça pourquoi? Je vous dis ça parce que hier, dans sa déclaration, le général Macron, il nous dit, voilà, on est en guerre. Donc, faites bien attention, vous n'allez plus pouvoir vous déplacer comme vous voulez. Si vous voulez aller au parc, vous restez bien à 1 mètre les uns des autres, même vous avez le droit de courir, mais enfin, on ne sait pas trop si on a le droit ou pas le droit, c'est pas clair. Mais pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il dit sur le monde du travail? Il dit télétravail. Mais je me dis, j'ai un petit point d'interrogation qui se lève. Il croit que tout le monde travaille derrière un ordinateur comme lui ou moi. Mais non, il y a des tas de personnes qui ne peuvent pas faire du télétravail. Tu vois, c'est pas possible. Donc, je me suis dit, bon, bah, on va appeler. J'ai appelé, par exemple, chez Dunlop. Donc, tu sais, il y avait 2 usines, Goodyear et Dunlop, qui se faisaient face sur Amiens Nord. Bon, Goodyear, c'est fini, mais maintenant, il reste Dunlop. Il y a eu un cas de Covid-19 au moins qui est avéré, qui s'est produit dimanche. Apparemment, la personne était encore au travail. Elle a collaboré avec ses collègues dans une équipe de 140 personnes. Et donc là, ça continue à travailler normalement chez Goodyear jusqu'à vendredi. Parce que pourquoi? Et même on leur demande de doubler, d'accélérer la production. Parce que vendredi, ils vont fermer. Mais en attendant, il faut qu'il y ait du stock et puis il faut qu'on ait utilisé, grosso modo, je pense, les matières premières. Et on leur a donné des lingettes pour nettoyer les machines, des lingettes pour le cul des bébés, quoi. Donc voilà, là, il y a un cas qui est avéré et on a des centaines, au total 930 personnes qui sont sur le même site. Donc ça peut évidemment devenir un foyer de contamination. La production de pneumatiques, ça n'est pas un enjeu essentiel aujourd'hui pour la survie du pays. Donc normalement, si jamais les ouvriers comptaient autant que les autres, on devrait se dire, bah, on tient à l'écart du lieu de production. J'ai appelé donc moi le directeur de l'usine qui m'a fait remarquer avec justesse, je respecte les lois, je respecte les décrets, mais dans l'allocation d'hier, le président n'a rien dit sur le travail, il ne nous a pas demandé d'arrêter. Et c'est vrai. Et je pense que là, c'est un trou énorme dans la raquette. De dire aux gens, faites attention quand vous allez au parc, si jamais vous devez aller faire vos courses, faites-les, mais à distance. Et en revanche, vous pouvez avoir des endroits où il y a des centaines de personnes qui travaillent ensemble, mais là, il n'y a pas de souci. C'est pas par là que l'épidémie se fasse répandre. C'est d'une incohérence complète. Donc, je lui ai dit quand même que, certes, c'était pas la loi, mais si jamais Goodyear, enfin Dunlop, devenait un nouveau lieu infectieux, ça serait de sa responsabilité si ça devient un foyer. Bon, ça a bugué, mais c'est parce que apparemment il y a trop de monde qui nous suit, donc bon, c'est pas une tragédie. J'en profite au passage pour remercier mon équipe parce que
dans ce moment qui devait être pour nous un moment de répit et de repos après une période intense sur les retraites à l'Assemblée nationale, certes à distance et en télétravail, même si Sylvain est là en face de nous, mais je leur ai demandé au contraire un surcroît de travail. Sylvain a monté un site internet là en 48 heures. Il y a eu donc et on s'est mis en ordre de bataille pour pouvoir recevoir vos alertes et qu'on ait à la fois des bénévoles de Picardie Debout et mon équipe parlementaire qui fasse tout ça. Donc ça demande un gros travail d'organisation et de coordination et j'en profite là. Vous savez, quand on est mis en lumière, et c'est moi qui suis mis en lumière de ce côté de ma table en formica dans ma cuisine, c'est parce que de l'autre côté, eh bien, il y a des petites mains invisibles qui travaillent dans l'ombre. Donc, je voudrais voilà, les saluer. Et c'est ça qui va permettre qu'on fasse vivre la démocratie, même par temps de confinement et de coronavirus. Voilà. Je reprends, j'en étais chez Valeo. Chez Valeo, il y a 8 cas de Covid-19 qui sont d'ores et déjà avérés. En fait, 9. Il y en a eu un 9e, tout comme tout à l'heure, je ne l'ai pas dit. Mais chez les auxiliaires de vie sociale du Vimeu, il y a eu un cas qui s'est déclaré dans l'après-midi. Donc, voilà. Bon, néanmoins, quel est l'ordre donné par le PDG? Alors, je vais avoir du mal à prononcer son nom. Jacques Aschenbroich. Bon, hein. Bon, il s'appelle comme ça. C'est on continue à produire. Du coup, les salariés, d'eux-mêmes, là, ils ont fait grève en fait. Ils ont demandé un droit d'alerte, non pas un droit d'alerte individuel, normalement on a un droit d'alerte individuel, mais là ils ont demandé un droit d'alerte collective et les salariés se sont rendus devant la direction d'Amiens et ils ont demandé à rencontrer la direction. Je ne sais pas, elle ne descendait pas de l'immeuble et je ne sais pas si elle est descendue depuis, mais en disant vous mettez nos vies en danger. On arrête de produire. Donc là, il y a donc sur ces cas, nous avons alerté la préfecture de la Somme, nous avons aussi alerté l'agence régionale de santé. C'est quand même un peu la force du député que de pouvoir être ce relais-là avec les autorités et de venir dire que pour nous, il y a un truc qui n'est pas normal. On nous a répondu, et c'est vrai que la règle n'est pas la fermeture. On n'a pas entendu du tout Macron parler de ça hier, ni Castaner, quoi. Maintenant, je me demande, moi, comment comprendre ce choix de fermer les écoles, les bars, les concerts, les parcs, mais de laisser ouverts des grands sites de production qui ne sont pas essentiels à la vie de la nation. C'est pas de l'alimentation. Tu vois, c'est pas des médicaments, c'est pas du gel hydroalcoolique, c'est pas des trucs dont on a besoin, un besoin immédiat. Comment expliquer cet oubli du président? Là, il y a beaucoup de guillemets à oubli. Comment ça se fait qu'il axe tout sur le télétravail? Ça, c'est une vision de classe pour moi. C'est une vision de classe. C'est d'une part le souci de préserver l'économie. Alors, on est toujours du coup dans un entre-deux, on confine, mais il faut quand même que l'économie, elle continue à tourner. Donc, on est un peu le cul entre deux chaises. Il y a eu des remarques sur ma bouteille de fraises. Bon. Je dis par un inconscient mépris de classe, vraisemblablement. Je dis, peu importe les ouvriers. Est-ce que les ouvriers, on peut les sacrifier? Bon, et de toute façon, même si c'est pas du mépris de classe, même si c'est pas une conscience de classe qui fait agir de cette même manière-là, c'est un énorme trou dans la raquette sanitaire. J'ai eu un pneumologue au téléphone qui m'a dit qu'il comprend pas. Il me dit, il y en a ras-le-bol. C'est complètement illogique. Avec un fossé entre enfermez-vous dans la vie privée et là des centaines de personnes ensemble dans la vie professionnelle, c'est un potentiel foyer infectieux. Il y a un gros risque de contamination. Donc il est évident qu'on a une incohérence énorme entre le enfermez-vous, voyez personne, laissez pas les enfants voir les grands-parents, faites gaffe quand vous pissez, et de l'autre côté, des centaines de personnes qui peuvent aller bosser ensemble, fréquenter les mêmes vestiaires, bosser côte à côte, se passer des pièces, parce que c'est le cœur du travail. On se passe des pièces, on utilise les mêmes outils, et ainsi de suite. Donc, je demande à ce que ça soit la même chose là où il y a des centaines de personnes. Et d'ailleurs, petite chose, intuitivement comme ça, j'ai eu des petits échos. Je ne peux pas dire que j'ai fait des appels en série, mais j'ai eu des petits échos. Il semble que dans les petites boîtes, en revanche, elles ont plus tendance à fermer et à prendre la mesure sur le chômage technique et puis c'est tout. Donc, comment ça se fait que c'est les multinationales qui vont être les moins conséquentes sur la santé de leurs salariés et de continuer à produire comme ça alors que ce sont des gros lieux de rassemblement, alors que les petites boutiques, elles vont être vraisemblablement plus attentives
à la santé de leurs salariés. Bon, donc voilà, c'est l'une des fonctions. Donc je le dis, ça c'était pour présenter notre site, mais pour voir à quoi il peut être utile. On s'arrête et on alerte, d'accord? Et donc là, eh bien, quotidiennement, par votre biais, moi je passerai des coups de fil, mon équipe passera des coups de fil pour pouvoir donner des informations parce que Édouard Philippe, il va pas raconter ça ce soir. Il prend encore la parole, hein? Je croyais que c'était Marine Le Pen sur 20h, mais... Non, ah, oui, je me trompe peut-être. J'ai entendu dire que, bon, bah voilà, tu vois, un jour sur deux, un jour t'as Macron, un jour t'as Philippe. Mais jamais t'auras ça. Jamais on te racontera ça. Ben nous, notre boulot, il est de raconter l'ordinaire des salariés de Amazon, et puis aussi, par exemple, les vacataires de la ville d'Amiens qui sont en contrat d'animation, comme ils sont vacataires, ils vont pas avoir le droit à la mesure sur le chômage. Il va falloir quand même veiller à ça. Et ben c'est mon rôle, et ça sera mon rôle de le faire remonter auprès des autorités ou de venir vous le dire parce que ça a une fonction. Quand on vous le dit publiquement comme ça fait du bruit. Et puis du coup, les choses elles peuvent être améliorées derrière. Donc voilà. La deuxième rubrique. Ça sera mon boulot du matin. La deuxième rubrique. La deuxième rubrique, c'est on réfléchit, on écrit, et on écrit ensemble. Qu'est-ce que c'est l'idée générale? L'idée générale, c'est de se demander comment on va sortir de cette crise-là politiquement. Est-ce que ça va être un virus de droite, tu vois, qui te dit il faut se séparer, il faut s'enfermer, il faut couper les liens, il faut déjà... En fait, on enjoint aux gens, pour des raisons sanitaires, un réflexe individualiste et de confinement, d'isolement qu'ils ont déjà. Tu vois, et de vivre à travers des écrans comme nous là, mais on nous recommande ça. Donc est-ce que c'est ça qui va sortir davantage d'individualisme ou au contraire est-ce que ça va être un virus de gauche? Pourquoi? Parce qu'il rouvre les imaginaires politiques. Tout ce qu'on nous disait que c'était impossible. Quand tu penses que moi, je disais qu'il fallait fermer les lignes intérieures, là on avait 2 heures et demie seulement de train en plus, et comme on répondait que c'était une atteinte à la liberté, et tout ça, bon là, tu vois, quand il faut, on peut. Quand on veut, on peut. Bon est-ce que, compte tenu du risque encore plus majeur, parce qu'on peut se penser que même ce virus, ce n'est que l'entame, que l'avant-garde de crises qui vont être successives. Est-ce que face à ça, il va y avoir des mesures qui rendent politiquement d'autres choses possibles pour lutter contre le réchauffement climatique et ainsi de suite? La type réquisition, plafonnement, nationalisation, autant de gros mots, fermeture des frontières, autant de gros mots qui étaient interdits. Bon, tu vois, est-ce que ce sont des outils qui redeviennent utiles pour agir à l'avenir, notamment sur le terrain climatique et écologique. Donc voilà. Alors, comment je propose, parce que c'est pas ça l'originalité, qu'est-ce que je propose de faire? Je propose d'écrire un livre avec vous et en direct. C'est quoi? Le matin, parce que souvent ça va être le matin, et encore, la semaine prochaine j'ai mes gosses, donc ça va être un peu différent, mais il va falloir faire du travail scolaire le matin, tu vois. Mais le matin, j'écris en direct sur Google machin là. Hein, Google Doc, c'est ça. Tac, 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 tac. Et on me voit écrire. Et on peut intervenir. Je ne regarderai pas les commentaires en direct, mais on les regardera et on les traitera après. Je pense même qu'on peut avoir un livre avec une page où c'est ce que j'écris, une page c'est les commentaires, plus des commentaires que moi j'intégrerai à l'intérieur du propos, mais ça nous fait travailler ensemble. Et je vous propose de travailler sur quoi? En fait, je vous propose cet essai. On pourrait avoir pour titre l'an 01, bien sûr, mais pourrait avoir pour titre le discours ou révélation. Je vous propose, pour vous préparer au baccalauréat, qui va peut-être pas vailler cette année, mais un commentaire de texte. Je propose que nous créions un livre à commenter cet extrait du discours délivré par Emmanuel Macron le jeudi 13 mars 2020, donc jeudi dernier. Je le rappelle, ce discours. Ce petit passage sur lequel nous voulons nous interroger. Mes chers compatriotes, je ne sais pas vraiment le faire, mais c'est pas grave. Il nous faudra demain tirer les leçons du moment que nous traversons, interroger le modèle de développement dans lequel s'est engagé notre monde depuis des décennies et qui dévoile ses failles grand jour. Alors, je fais des petits commentaires au passage, mais tu vois, ne serait-ce que la forme passive. Déjà, j'avais déjà repéré ça dans un truc de Sarkozy.
le modèle de développement dans lequel s'est engagé notre monde depuis des décennies. Comme si le monde, il s'était engagé tout seul à l'intérieur de ça, tu vois. C'est passif. Comme si c'était pas des multinationales et leurs valets politiques qui nous avaient engagés dans cette direction très volontairement depuis des décennies. Bon, enfin, je passe. Ce genre de commentaire-là, quoi, tu vois. Il pourrait y avoir du commentaire linguistique aussi. Interroger les faiblesses de notre démocratie. Moi, je dirais plutôt la faiblesse de notre démocratie, mais on verra. Ce que révèle, c'est là la révélation, ce que révèle d'ores et déjà cette pandémie, c'est que la santé gratuite sans condition de revenu, de parcours, de profession, notre État-providence ne sont pas des coûts, des charges, mais des biens précieux, des atouts indispensables quand le destin frappe. Révélation. Ce que révèle cette pandémie, c'est qu'il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois des marchés. Déléguer notre alimentation, notre protection, notre capacité à soigner, notre cadre de vie au fond à d'autres est une folie. Ah bah oui, ça fait nous des décennies qu'on le répète. Nous devons en reprendre le contrôle, construire plus encore que nous ne le faisons déjà une France, une Europe souveraine. Tu vois déjà, il n'a pas réussi à mettre souveraine après France. Tu vois, c'est un indice. Une France souveraine, ça peut pas exister. Une Europe souveraine, peut-être. Une France et une Europe qui tiennent fermement leur destin en main. Les prochaines semaines et les prochains mois nécessiteront des décisions de rupture. En ce sens, je les assumerai. Moi, je préfère qu'on les ait nous-mêmes, les idées de rupture. Sur tous les thèmes qui sont mentionnés, le modèle de développement, la démocratie, la santé gratuite, les lois du marché, la souveraineté de la France et de l'Europe. Je préfère qu'on les ait nous-mêmes et qu'on les impose de nous-mêmes parce que je ne suis pas complètement confiant que ça va être les bonnes ruptures que Macron va nous proposer et que vraiment ça va se faire. Mais donc voilà, on va l'aider, d'accord ? On va l'aider à accoucher des ruptures, peut-être que c'est ça le titre, rupture, tu vois, que nous souhaitons. D'ailleurs, on pourra mettre au vote, vous pourrez amender le titre et ainsi de suite. Et donc, dans ce truc-là, tu vois, il va y avoir des mots-clés sur lesquels je propose que les gens travaillent. Par exemple, le premier sur lequel je compte faire, je ne vais pas prendre le texte dans l'ordre, parce que les modèles de développement, c'est trop vaste. Si on commence par là, on n'a pas fini. Par contre, je me propose de commencer sur la santé gratuite, de partir de la santé. Donc, de commencer par dire, qu'est-ce que Macron il a fait depuis 2 ans, 3 ans sur le terrain de la santé. Mais qu'est-ce que lui et les siens, Attali et compagnie, dans leur rapport Attali, par exemple, ils prévoyaient pour la santé? Qu'est-ce qui se fait depuis des décennies de la même manière sur le terrain de la santé? Et ensuite, nous, qu'est-ce qu'on voudrait? Quelle rupture on veut en matière de santé? Et puis y aller comme ça. Et donc, on va avoir des thèmes. Il va y avoir un formulaire pour ceux qui veulent participer à l'écriture de ce livre. Vous pourrez remplir un formulaire qui doit être déjà sur le site de l'an 01. Vous pouvez remplir un formulaire et dire, ben voilà, j'ai du temps libre, je veux aider, je veux participer à construire ces ruptures et vous pouvez choisir un thème. Donc là, moi, dès demain matin, je vais commencer à essayer de bosser, à écrire un truc sur le thème de la santé et de voir un peu à nous aider. Et on fera aussi appel à des intellectuels, tu vois, des spécialistes. On a vu Pierre-André Juven la semaine dernière à Grenoble, qui est un sociologue qui a écrit le casse du siècle sur la santé avec des collègues à lui. Eh ben, on pourra les interroger et cueillir des bouts d'entretien, par exemple, à l'intérieur du bouquin. Voilà le projet dans lequel l'idée générale, c'est que c'est dans les crises que se prépare l'avenir. On l'a déjà dit, la crise frumentaire 1789, le Conseil national de la résistance qui produit le programme pendant la guerre, et ainsi de suite. Et là, aujourd'hui, c'est de savoir, l'issue, elle n'est pas donnée, et c'est à nous d'écrire. Parce que, par exemple, les 2 dernières grandes crises, la crise financière de 1998 et la crise financière de 2008, nous n'en avons rien fait. Nous n'en avons rien fait. Et le système, il est rené de ses cendres, comme un phénix, comme si de rien n'était. L'objectif, c'est que demain, on sorte de cette crise avec bel et bien des ruptures sur le terrain de où on produit. Qu'est-ce qu'on produit? Quels sont les outils dont on dispose? Est-ce qu'on doit pouvoir voyager comme ça, faire pour l'oligarchie des centaines de milliers de kilomètres, ou bien est-ce qu'on va rationner leurs déplacements? Tu vois, donc qu'on construise ces ruptures ensemble, c'est ça. C'est le deuxième point, c'est on réfléchit, on écrit, donc c'est le deuxième onglet, je crois, du site. Et le troisième qu'il y a, c'est et c'est pas triste dans la formule de GB de l'an 01. Nous, c'est pour que demain soit moins triste, mais en gros, c'est le soir comme ça,
on rend compte d'abord de nos recherches de la journée, on raconte ce qu'on a pu vivre ensemble. On va faire une radio dans ma cuisine, tu vois, une radio cuisine, et où je pourrais d'ailleurs interroger les intellectuels, mais je pourrais aussi interroger les soignants qui sont en première ligne, et on pourra interroger les délégués syndicaux de chez Valeo. On pourra avoir du monde comme ça à la radio, et puis aussi passer à un moment où on se dit, bah voilà ce qu'on a lu aujourd'hui, tu vois. Tout ça me fait penser, pour conclure, au Decameron de Boccace. Je sais pas si tu as lu ça. Non. Bon, alors, je ne dis pas que je le recommande forcément parce que c'est un ouvrage de 900 pages que j'ai lu, moi, parce que je suis passé en fac de lettres, d'un auteur du XIVe siècle, italien. Mais qu'est-ce que c'est le sujet? En 1348, il y a la peste en Italie, notamment à Florence. Et là, à ce moment-là, 10 jeunes gens fuient Florence et fuient la peste pour se réfugier à la campagne, pour se confiner à 10, tu vois, et ils passent leur journée à se raconter des histoires. Donc il y a 10 journées, comme ils sont 10, chacun est le chef un jour, et chacun raconte une histoire chaque jour. Donc ça fait 100 histoires. Il y en a pas mal, c'est en fait des histoires grivoises, ça veut dire des histoires de cul en gros, hein, quand même. Et donc quand tu le lis, c'est pas si ennuyeux que ça. Mais voilà, donc un conseil de lecture, peut-être que je prendrai une histoire par jour, tu vois, du Decameron, et que je raconterai ça, mais peut-être que vous aurez des meilleures histoires. Il faudrait une rubrique, racontez-nous vos histoires. Franchement. Ah mais si, le site il à refaire, c'est ça. Pas forcément de cul. Ben les gens, ils peuvent avoir des histoires à raconter, ou tu vois, quand je regarde les concours de blagues là sur Internet, les youtubeurs, moi ça me fait marrer. Hein. Bon, donc voilà. Donc voilà notre projet. Pourquoi? Parce que je pense que vraiment, dans un moment où on est confiné comme ça, ben, il faut trouver le moyen d'être ensemble et de rouvrir l'espoir pour demain. Parce que au milieu de cette crise, oui, il y a des germes d'espoir. Il y a des germes d'espoir et ils n'ont pas gagné la bataille. Et on peut. Il y a une guerre contre le coronavirus, mais il y a aussi une bataille à mener dans la durée pour que sortent de ce virus des idées d'espoir et non pas de renfermement, quoi. Bon, voilà. Donc, la présentation de l'an 01, dont je rappelle la formule de GB, on arrête tout, bah ouais, on est bien obligé de s'arrêter. On réfléchit, bah oui, puisqu'on a le temps, on va réfléchir. Et c'est pas triste, et ben faisons que demain soit moins triste. Voilà le projet que je vous propose, qu'on mène ensemble. Et je sais pas pendant combien de temps on va être enfermé dans ma cuisine, tu vois. 3 semaines peut-être. 3 semaines, peut-être 4 semaines, on verra bien. Ok, donc à la sortie des 4 semaines, il faut avoir un bouquin quand même. Hein. Tu rappelles le nom du site? Le nom du site, c'est l'an01.org. Voilà.